comme vous savez, le cancer chez le sujet âgé est très fréquent et 50% de ces cancers surviennent chez les plus de 65 ans. C'est la première cause de mortalité dans la tranche d'âge 65 ans, 74 ans. C'est la deuxième cause de mortalité après 70 ans. Et les cancers les plus fréquents chez les plus de 65 ans sont le cancer de la prostate, le cancer colorectal, le cancer du poumon et le cancer du sein. Alors, nous avons des difficultés de prise en charge de la maladie cancéreuse dans cette population âgée, essentiellement pour différentes raisons, mais surtout du fait d'une comorbidité fréquente associée au cancer et responsable d'un index thérapeutique plus étroit, et surtout de l'hétérogénéité de cette population âgée en termes de comorbidité, mais également d'état fonctionnel et de facteurs psychosociaux. Et d'emblée, vous voyez sur cette diapositive, on ne va pas proposer le même traitement chez une personne âgée qui est autonome, qui a des fonctions supérieures intactes, qui continue à faire du sport de haut niveau, par rapport à une personne âgée qui est en EHPAD, qui a des troubles des fonctions supérieures et qui est en perte d'autonomie. Et pourtant, ces deux personnes ont le même cancer. Donc les recommandations de l'INCa, qui a fait une priorité dans l'amélioration de la prise en charge du sujet atteint de cancer à partir de 2005, et qui a placé l'oncogériatrie dans ses priorités d'action, était d'améliorer la formation des professionnels pour améliorer la prise en charge des personnes âgées de plus de 75 ans atteintes d'un cancer, de disposer d'un nombre suffisant de professionnels médicaux et paramédicaux dans le domaine de l'oncogériatrie, d'obtenir que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans atteintes d'un cancer puissent bénéficier d'une évaluation gériatrique préalable avant la décision thérapeutique si elles en avaient besoin, d'informer la population et les professionnels et de favoriser le rapprochement et la collaboration entre oncologues et gériatres. Dans cette collaboration entre oncologue et gériatre, l'apport du gériatre est de considérer le patient âgé dans sa globalité, sa complexité, de diagnostiquer et hiérarchiser les comorbidités, de voir leur impact sur le devenir du patient et d'essayer d'estimer l'espérance de vie de ce patient, de voir l'impact de ces comorbidités sur la tolérance du traitement et notamment de la chimiothérapie, et d'identifier les comorbidités réversibles. Et cette évaluation complète doit permettre d'aider l'oncologue pour voir si le patient est en capacité de supporter le traitement et de mettre en place un certain nombre de recommandations et une stratégie de prise en charge pour les patients les plus fragiles. Donc c'est à la fois une évaluation, mais aussi mettre en place des actions correctives et un suivi pour les personnes âgées les plus fragiles qui sont atteintes d'un cancer. Donc l'outil qu'utilise le gériatre, que vous connaissez bien, est l'évaluation gériatrique standardisée. Donc cette évaluation, je vous rappelle, qui s'appelle Comprehensive Geriatric Assessment, comprend certes une évaluation globale, mais également un plan de traitement personnalisé qui dérive de cette évaluation. Et donc, l'origine, vous la connaissez, c'est le docteur Marjorie Varenne qui a démontré très tôt que évaluer de façon systématique nos patients et proposer un plan de traitement personnalisé en regard des déficits retrouvés permettait d'améliorer l'état de santé des personnes institutionnalisées, permettait de mieux orienter ces personnes dans le parcours de soins. Il n'y a certes pas une évaluation gériatrique standardisée. D'ailleurs, le terme en français est très mal choisi parce que aujourd'hui encore, ce n'est pas standardisé puisqu'on ne s'est pas mis d'accord, du moins dans le domaine de l'oncogériatrie, de façon stricte sur les outils à utiliser. Et il y en a une, il y en a plus qu'une, il y en a plusieurs, mais à chaque fois, on utilise des outils pour évaluer différentes dimensions, donc 4 dimensions essentielles, qui sont la santé physique, le statut fonctionnel, la santé psychologique et l'environnement social. Et donc pour chacune de ces dimensions, on utilise les échelles disponibles. Alors si possible, si
celles qui ont été traduites en langue française et qui sont reconnues au niveau international. Et on les utilise en fonction de nos habitudes et du temps disponible, puisque ces échelles sont plus ou moins longues. Donc, il y a eu une réflexion auprès de notre société internationale, la Société internationale d'oncogériatrie, pour proposer un certain nombre d'outils que vous connaissez là encore, il n'y a rien de nouveau, par rapport à ces différents domaines, pour essayer d'uniformiser un petit peu cette évaluation. Et vous voyez que ce qui est fait, et ce qui est fait quasiment dans toutes les UCOG aujourd'hui, il y a 24 UCOG au niveau de la France, les UCOG étant des unités de coordination en oncogériatrie qui ont été créées pour justement rapprocher oncologues et gériatres et travailler ensemble. Et bien dans ces différentes UCOG, ces évaluations évaluent donc le statut fonctionnel, la mobilité et le risque de chute, le statut nutritionnel, le statut cognitif, la dépression et les comorbidités. Et bien entendu, l'interrogatoire, l'examen clinique et également des recommandations et des prescriptions en lien avec les déficits retrouvés pour essayer d'améliorer l'état du patient et faire en sorte que le traitement proposé se passe au mieux. Donc les bénéfices attendus de l'EGS en oncologie sont de détecter les comorbidités qui impactent la survie de la personne âgée, de détecter les paramètres gériatriques qui compliquent la prise en charge de la maladie cancéreuse, de détecter les paramètres gériatriques qui sont associés à une toxicité accrue de la chimiothérapie. C'est également de faciliter l'accès à la filière et d'améliorer le parcours de soins et d'améliorer la survie et la qualité de vie du patient âgé cancéreux. Donc ces deux notions, survie, on a l'habitude d'entendre le terme de survie dans la prise en charge du cancer, mais de plus en plus, on insiste pour une survie égale d'avoir une qualité de vie respectée, notamment chez la personne âgée. Alors, où en sommes-nous et qu'a-t-on comme preuve aujourd'hui sur cette efficacité de l'EGS dans les différents bénéfices attendus? Alors, est-ce que l'EGS est réalisable en milieu oncologique? Eh bien, la réponse est oui, mais elle nécessite un gériatre ou un aidant formé à l'EGS. Le temps de réalisation, et vous le savez, est très long, au minimum 1 heure, et il y a de nombreux malades à évaluer. C'est pourquoi la réflexion a été, on décide de faire un test de dépistage, de créer un test de dépistage pour dépister les personnes âgées vulnérables, ceux pour lesquels cette évaluation gériatrique standardisée a le plus de chances d'être utile. Et donc l'outil qui est proposé aujourd'hui, c'est le G8. Le G8 qui, je vous rappelle, est un outil français qui a été donc créé et élaboré par l'équipe de Bordeaux. Et si ce G8 est positif, alors on fait une EGS. Ça permet donc aux oncologues et aux spécialistes d'organes d'avoir un outil très simple qui, en 3 minutes, permet de dire ce patient, je le montre au gériatre. Donc cet outil G8, c'est les items du short form MLA plus 2 items supplémentaires. Donc on retrouve la perte d'appétit, on retrouve la perte de poids, on retrouve la notion de perte de mobilité, de problèmes neuropsychologiques, d'index de masse corporelle, de prise de médicamenteuse, du sentiment du patient s'il est en bonne ou en mauvaise santé et de son âge. Donc c'est très rapide, ça peut être fait par un soignant, une infirmière ou un aide-soignant, et ça permet comme ça d'avoir un critère un peu plus objectif pour orienter la personne vers le gériatre s'il est dit vulnérable ou fragile. Alors, est-ce que cette EGS met en évidence des altérations ? Eh bien, je vous conseille de lire cette publication qui est récente de Clénis, c'est une cohorte de 1967 patients provenant de 10 hôpitaux différents, qui a une moyenne d'âge 76 ans.
avec une cohorte hétérogène, plusieurs cancers, cancer du sein pour 40%, cancer colorectal pour 21% et 13% d'hémopathie maligne. Sur cette cohorte, 71% de personnes avaient un G8 positif. Donc vous voyez que ça ne résout pas tous les problèmes puisque le trois quarts des malades ont besoin, si on utilise le G8, d'être vus par le gériatre. Et 1391 patients ont eu une EGS. Et sur ces EGS, près de la moitié avaient une anomalie détectée dans les différents domaines testés par l'EGS qui n'avaient pas été mis en évidence par l'oncologue. Donc oui, l'EGS permet de découvrir un certain nombre d'altérations et de pathologies que l'oncologue n'a pas eu le temps d'analyser et de diagnostiquer. Alors, l'EGS modifie-t-il la décision de traitement, la décision thérapeutique? Je vous rappelle que l'EGS, on l'a fait avant RCP, avant décision thérapeutique, pour aider l'oncologue à prendre une décision de traitement, puisque la particularité de la maladie cancéreuse, c'est que les traitements sont agressifs, et c'est un deuxième stress sur des malades potentiellement fragiles, le stress du cancer et le stress du traitement. Et donc, est-ce que finalement cette EGS aide à la décision thérapeutique? Nous avons publié dans le JCO en 2011 sur notre cohorte LCAPA, qui sont des malades qui ont été évalués en consultation oncogériatrique, qui ont eu une EGS complète. On a donc regardé si les résultats de cette EGS, qui étaient communiqués par un rapport ou en direct par le gériatre en RCP, modifiaient la décision thérapeutique de l'oncologue. Eh bien, dans 20% des cas, cette décision thérapeutique est modifiée. Dans notre étude, cette modification était le plus souvent vers une diminution de l'intensité de traitement. On a également regardé quels étaient les paramètres gériatriques qui étaient corrélés et associés à cette modification de traitement. Et on retrouve l'état fonctionnel évalué par l'ADL et l'état nutritionnel qui sont corrélés à cette modification de traitement. Alors, Putz a fait donc une revue exhaustive de l'intérêt de l'EGS, et notamment sur la modification de traitement, et a repris donc les différentes études disponibles qui ont étudié justement l'impact de l'EGS sur la modification de traitement, et on retrouve globalement que dans 20 à 40% des cas, cette EGS faite donc avant décision de traitement modifie la décision thérapeutique, et donc on peut dire aujourd'hui qu'elle aide l'oncologue à prendre une décision sur son traitement. Alors, est-ce que l'EGS prédit la survie? Là encore, il y a une très jolie étude de Pierre Soubeyran qui donc a été publiée dans le JCO en 2012 sur une cohorte également hétérogène qui était en première ligne de traitement de chimiothérapie, âgée de 77 ans en moyenne, et qui montre qu'il y a donc des paramètres de l'EGS qui sont associés à un décès précoce à 6 mois. Donc un décès précoce, un décès qui était a priori non attendu, donc à 6 mois. Et on retrouve donc en analyse multivariée que le fait d'être un homme augmente ce risque, le fait d'avoir un stade tumoral avancé, c'est assez logique, augmente ce risque, mais le fait aussi d'avoir une altération nutritionnelle augmente ce risque, et le fait d'avoir des troubles de la mobilité évalués par le Time Get Up and Go test augmente le risque de décès précoce. Donc là encore, vous voyez, on retrouve un facteur nutritionnel et un facteur fonctionnel. Donc d'autres études depuis ont démontré que l'EGS prédisait la mortalité, et vous avez donc un récapitulatif des études avec un effectif conséquent de plus de 100 patients permettant une analyse multivariée.
Et vous voyez que globalement, on retrouve l'IADL comme facteur, un déficit en IADL comme un facteur associé à la mortalité. On retrouve la nutrition, on retrouve la morbidité, la comorbidité évaluée soit par Charson, soit par le Chiers, et on retrouve dans 2 études la dépression évaluée par la GDS. Est-ce que maintenant l'évaluation gériatrique standardisée prédit la toxicité de la chimiothérapie? Eh bien, vous avez l'étude d'Amaker, donc publiée dans Brest en 2014, qui donc a étudié sur un groupe homogène de patientes atteintes du cancer du sein métastasé, qui étaient randomisées soit pour la doxorubicine, soit pour la capecitabine, qui avait en moyenne d'âge 75 ans, et qui a montré que plus vous avez de domaines de l'EGS atteints, et plus le risque d'avoir une toxicité grave de la chimiothérapie augmente. Et notamment, les patients qui ont plus de 3 domaines atteints de l'EGS ont 80% de chances d'avoir une toxicité grave, stade 3 et 4. Donc il y a vraiment une corrélation entre la comorbidité et la toxicité. Et enfin, donc, dans leur analyse multivariée, c'était la polymédication, donc en lien avec la polypathologie, qui sortait comme facteur individuel associé à la toxicité. Uria, qui a également publié dans le JCO sur une cohorte de patients ambulatoires présentant différents cancers, avec 29% de cancer du poumon, 27% de cancer gastro-intestinal et 17% de cancer gynécologique, a également recherché les paramètres pouvant être associés et prédictifs de la toxicité de la chimiothérapie. Et elle a donc élaboré un score. Et quand on analyse donc les paramètres qu'elle a retrouvés, vous avez là encore des paramètres liés au cancer, liés à la chimio, mais également donc l'hémoglobine et la clairance de la créate, le fait d'avoir un déficit sensoriel et notamment de ne pas entendre, le fait d'avoir un antécédent de chute, donc là encore un facteur fonctionnel, d'avoir un déficit à l'IADL et notamment d'avoir le déficit de ne pas pouvoir prendre les médicaments sans aide, avec aide, le fait de prendre les médicaments avec aide, le fait d'avoir des difficultés de marcher un bloc, qui correspond à peu près à 500 mètres, et le fait d'être isolé socialement. Ce sont des facteurs qui ont été évalués au cours d'une évaluation gériatrique standardisée et qu'on retrouve et qui ont permis d'élaborer un score de risque de toxicité de la chimiothérapie. Et vous voyez que plus il y a donc de domaines atteints et avec le score, et plus ce score est élevé, et plus là encore le risque est très important de présenter une toxicité de la chimiothérapie. Alors, est-ce que le GES améliore le parcours de soins? Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de répondre à cette question. Est-ce que nos patients sont mieux orientés dans le parcours de soins quand ils sont vus par le gériatre? Aujourd'hui, nous n'avons pas d'études disponibles qui permettent d'affirmer ce propos. Et est-ce que le GES, avec le suivi gériatrique, améliore le devenir du patient? Eh bien là aussi, il n'y a aucune étude randomisée disponible qui permette d'affirmer que le fait d'avoir vu le gériatre et d'être suivi par le gériatre permet d'améliorer la survie, la qualité de vie du patient. Et nous avons mis en place l'étude EGESOR dans le cancer ORL, qui est une étude randomisée tentant donc d'évaluer l'impact de l'évaluation gériatrique standardisée avec son suivi sur la survie, l'état fonctionnel et l'état nutritionnel des sujets âgés atteints d'un cancer ORL. Donc cette étude est multicentrique, 100 patients ont été inclus et différents centres ont été ouverts. Et nous espérons pouvoir vous donner dans quelques années des résultats. Donc en conclusion, le GES détecte les comorbidités qui impactent la survie de la personne âgée,
aide à la décision thérapeutique dans la prise en charge du cancer, détecte les paramètres gériatriques qui sont associés à la toxicité grave de la chimiothérapie. En revanche, on n'a pas prouvé aujourd'hui qu'elle facilite l'accès à la filière gériatrique, qu'elle améliore le parcours de soins et qu'elle améliore la survie et la qualité de vie des personnes âgées cancéreuses. Je vous remercie.